Plus d'un an s'est écoulé depuis la sortie du premier épisode sur la construction de la cave à vin. C'est pourquoi je vous propose de rafraîchir un peu la mémoire et, tout au long de cet épisode, de revenir sur l'histoire précédente. Un jour, je suis tombé sur ce genre d'image sur Pinterest et j'ai eu envie de réaliser une cave similaire à la campagne. Pour cela, nous avons construit cette structure et c'est ainsi que s'est terminée la première partie. Comme vous pouvez le voir, cela ressemble déjà à une image trouvée sur Internet. Mais il manque encore les étagères rondes et la trappe vitrée ouvrante. C'est donc à cela que nous allons nous attaquer. Nous avons d'abord décidé de commencer par l'étagère en bois. Le premier élément dont nous aurons besoin, ce sont les montants. Nous les fabriquons en contreplaqué. Tout d'abord, nous fixons un gabarit improvisé sur la plaque, 2 bandes de MDF. L'essentiel ici est de respecter précisément l'espacement et de le reproduire sur toute la longueur de la plaque de contreplaqué. Avec un peu de patience, tout deviendra clair visuellement. En gros, nous avons positionné nos guides en MDF et, à l'aide d'une défonceuse équipée d'une fraise à copier, nous réalisons une rainure à la profondeur souhaitée. À l'étape suivante, nous prenons quelque chose comme une bande étalon et vérifions si elle s'insère bien dans la rainure. Ensuite, en utilisant toujours ce même étalon, nous positionnons les butées et, selon la même méthode, nous réalisons les rainures bande après bande. Et voilà, après 20 minutes, nous avons une plaque avec une rainure assez précise. Il ne reste plus qu'à la découper en bandes pour obtenir de nombreux supports identiques, déjà dotés d'une rainure parfaitement symétrique. Ainsi, les ébauches pour les supports verticaux sont prêtes, mais il faut encore les relier entre elles à l'aide de courts éléments horizontaux. Pour cela, nous devons également faire une sélection, mais dans ce cas, c'est un peu plus simple. D'abord, nous faisons une coupe longitudinale à une profondeur correspondant à la moitié de l'épaisseur de la plaque. À l'étape suivante, nous relevons la lame à la hauteur nécessaire, jusqu'à notre première coupe. Mais cette fois, nous plaçons le contreplaqué sur champ. Nous avançons la butée, et en un seul passage, rainure est prête. Ici, il faut bien sûr rendre hommage à notre machine. Après tant d'années d'utilisation intensive et exigeante, elle coupe toujours avec précision et puissance. Il n'y a eu aucune vibration ni jeu qui soit apparu. En somme, Powermatic, c'est du solide. Maintenant que nous avons une autre plaque avec une rainure parfaite, nous la découpons en bandes de la taille requise. Ce seront les éléments de liaison pour les montants que nous avons découpés à l'étape précédente. Après avoir découpé un lot d'éléments de liaison horizontaux, il faut encore y faire une autre rainure, dans laquelle nous insérerons ensuite les étagères. Nous procédons de la même manière, en utilisant la scie et en avançant passage après passage. Et enfin, nous passons à l'assemblage. Ici, tout est simple si tout est bien pensé et découpé. Et heureusement, c'est exactement notre cas. Comme vous pouvez le voir, tous les éléments s'assemblent comme un jeu de construction, pièce après pièce, en utilisant uniquement de la colle et des serre-joints. L'ensemble de la structure est réalisé en contreplaqué. En réalité, c'est notre matériau préféré. Parmi tous les panneaux de bois, c'est le seul que nous reconnaissons. Bien sûr, cela s'applique lorsqu'il s'agit de fabriquer des meubles. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'énumérer tous ces avantages. Mais dans ce projet, le contreplaqué présente un seul inconvénient, sa tranche rayée qui le trahit immédiatement et le rend un peu moins noble que le bois massif. Bien sûr, nous avions anticipé cela et, au final, nous avons résolu ce problème, de sorte qu'il ne reste plus aucun inconvénient. Mais chaque chose en son temps. La prochaine étape, c'est le ponçage et la finition. Après le collage, il reste inévitablement de petites marches, de la colle et d'autres détails mineurs corrigés par le ponçage et la défonceuse à champ.
L'étape suivante consiste à percer des trous dans chaque rainure à l'aide de ce gabarit tout simple. Par la suite, des étagères en contreplaqué seront insérées dans ces niches, que nous fixerons avec des vis à travers les trous qu'Andrei est en train de percer maintenant. Après cela, encore quelques heures de finition, et nous retournons à la scie. D'abord, nous inclinons le disque en réglant l'angle nécessaire, puis nous coupons toutes les montants. L'idée ici est la suivante. Au final, nous devons obtenir une étagère ronde composée de segments individuels qui s'ajustent parfaitement les uns aux autres. Et cet angle permettra d'aligner tous les segments bien serrés, les uns contre les autres, afin d'obtenir au final un cercle parfait composé de nombreux éléments. Au final, cette structure doit s'intégrer parfaitement dans notre base en béton. De plus, tous les niveaux de l'étagère seront éclairés. Et afin de réaliser cela de la manière la plus soignée et discrète possible, nous avons pensé à l'avance à tous les canaux pour le câblage, qu'André vient justement de fraiser. Après cela, encore quelques heures de ponçage et de finition, et ce n'est qu'à présent que ces éléments peuvent être considérés comme terminés. Et cela signifie que nous passons à la fabrication des suivants. Les suivants sont les étagères en contreplaqué. Ici tout est simple car dès le départ tout le projet a été bien pensé et dessiné. Il ne reste plus qu'à placer la plaque de contreplaqué sur la machine CNC et à observer comment elle découpe une nouvelle pièce du puzzle qui doit s'emboîter parfaitement avec les bases dont vous avez vu la fabrication il n'y a pas si longtemps. Au final, nous avons réussi à faire tenir 4 étagères sur une seule plaque de contreplaqué. Nous les avons découpées complètement, mais nous avons laissé de petites attaches pour qu'elles ne bougent pas pendant le fraisage. Et ici, justement, on peut parfaitement le voir en transparence. L'étape suivante consiste à retirer les attaches temporaires. Cela se fait manuellement à l'aide d'une scie japonaise. Ensuite, on passe au processus habituel, traitement, ponçage et finition. Cela ne prend pas beaucoup de temps. Comme le contreplaqué est de bonne qualité à l'origine, il n'est pas nécessaire de traiter les champs, car ils seront cachés sous des éléments décoratifs. Pendant qu'Andrei s'en occupe, le travail bat également son plein à la ferme, et la préparation pour l'installation est en cours. Avec le temps, une bonne couche de poussière et de déchets s'est accumulée ici, donc la première chose à faire est de nettoyer. Dans les épisodes précédents, lorsque nous avons coulé cette structure en béton, il y a eu un grand nombre de commentaires de la part d'experts en construction. Ils disaient que cette structure serait inondée après la première pluie, car nous n'avions pas fait d'étanchéité ni de drainage. Bien sûr, on peut longtemps débattre et essayer de prouver qu'on a raison, mais j'ai l'habitude de m'appuyer sur les faits, car ce sont des choses têtues et il est difficile de les contester. Donc, les faits montrent qu'après 1 an et demi, notre béton est parfaitement sec, ce qui se voit très bien par rapport à la surface à prêter. L'étape suivante, poser le carrelage. On prépare la colle, mélange, eau, malaxeur, tout marche. Tout est clair. Démonter l'escalier. Nous n'étions pas pressés, car il fallait bien sortir de cette cave d'une manière ou d'une autre, alors nous avons décidé d'agir étape par étape. Nous avons d'abord posé les rangées qui n'étaient pas bloquées par l'escalier. Le lendemain, nous la démontons et nous finissons de poser le reste de la surface. Une fois les rangées sèches, on peut marcher dessus sans crainte et installer un escalier provisoire pour sortir. Voilà comment ça s'est passé.
d'habitude, je vous propose de discuter du carrelage choisi dans les commentaires. À mon avis, cette mosaïque s'intègre parfaitement ici. Mais bien sûr, nous attendrons votre avis dans les commentaires. Cependant, je vous suggère de le formuler après les images finales. C'est important. Il ne nous reste plus qu'à remplir les joints avec du coulis et nous pourrons continuer. Comme je l'ai dit au début, le contreplaqué est notre matériau en feuille préféré. Et dans ce projet, il n'a qu'un seul inconvénient, ses champs striés. C'est pourquoi nous avons décidé de cacher tous les champs derrière du bois massif naturel, dans notre cas, du frêne massif. C'est aussi notre matériau préféré lorsqu'il s'agit de bois massif. Tout d'abord, nous avons découpé les planches aux dimensions nécessaires, puis nous sommes passés à la dégauchisseuse. Ici, nous obtenons une surface parfaitement plane sur l'un des côtés. C'est exactement ainsi que fonctionne une dégauchisseuse. Une fois que nous avons obtenu un côté parfaitement plat, nous passons les pièces à la raboteuse. On place la planche avec le côté plat vers le haut et, en s'appuyant sur cette surface, la raboteuse égalise le côté opposé. C'est ainsi, en fait, que fonctionne cet appareil. Et ce n'est qu'après avoir obtenu deux faces parfaitement planes que l'on peut commencer le collage. On applique généreusement la colle, puis on serre bien ce sandwich avec des serre-joints. Et d'ailleurs, voici encore une autre trouvaille. Ces serre-joints de la marque Jet nous servent fidèlement depuis plusieurs années déjà. Nous les recommandons donc sans hésiter. Le lendemain, une fois la colle sèche, nous nous rendons à la machine CNC. Maintenant, il nous faut découper dans ce sandwich des éléments en forme d'arc. Autant que possible, selon ce que la pièce permet. En à peine 20 minutes, la quantité nécessaire est prête. Bien sûr, c'est grâce à la machine CNC. Je n'ose même pas imaginer combien de temps il aurait fallu pour fabriquer de telles pièces sans CNC. À mon avis, aujourd'hui, la CNC devient un outil indispensable en menuiserie, au même titre que la dégauchisseuse, la raboteuse et la scie. Et bien sûr, il ne faut pas non plus oublier l'importance de mains habiles et d'esprits éclairés. Les machines ne fonctionnent pas encore toutes seules, donc à l'étape suivante, nous retirons manuellement, à la main, petit à petit, les ponts, extrayons soigneusement les pièces et ponçons nos arcs. Nous réalisons aussi une rainure à l'aide d'une défonceuse. C'est dans cette niche que viendra se loger le champ rayé des étagères en contreplaqué. Pour finir, nous retirons le chanfrein avec une fraise et nous poursuivons le travail. Nous avons maintenant toutes les pièces principales du puzzle pour assembler la structure. Mais avant d'assembler ce Lego pour adultes, il faut le peindre. Ou plutôt, le teinter avec une lasure, comme vous le voyez à l'écran. Nous avons d'abord passé la lasure sur toutes les étagères, puis nous sommes passés aux arcs. Le principe est toujours le même ici. C'est-à-dire que le contreplaqué et le bois massif sont traités selon la même technologie. Avec la première couche, nous donnons de la couleur à l'aide de la lasure, puis nous protégeons la surface avec du vernis ou de l'huile, car la lasure, en elle-même, n'a qu'une fonction décorative. Après que tous ces éléments ont été teintés, nous passons à l'assemblage. Nous n'avons délibérément pas recouvert le bois d'un produit protecteur à ce stade, car il nous reste encore plusieurs collages à effectuer, et la colle doit être appliquée sur un bois propre et sec afin de bien y pénétrer.
Si l'on protège les extrémités avec de l'huile ou du vernis, il ne sera plus possible de coller correctement cet élément. C'est pourquoi nous effectuerons le traitement final à l'huile uniquement sur le produit assemblé. Bien sûr, cela complique considérablement le processus d'application de l'huile, mais c'est la bonne façon de faire. Comme vous pouvez le voir, sous vos yeux, nous assemblons, montant après montant. Cela se fait vraiment rapidement et simplement, mais uniquement parce qu'au départ, tout était très lent et compliqué. Tout le projet a été développé. Nous récoltons les fruits. L'étape suivante consiste à fermer le panneau arrière de la future étagère. Pour cette tâche, nous utilisons à nouveau du contreplaqué. Nous l'avons préalablement découpé aux dimensions nécessaires, puis soigneusement poncé et commencé à le teinter selon la méthode déjà éprouvée. Une fois que tout le contreplaqué a pris la même couleur que les autres éléments de l'étagère, nous passons à l'assemblage. Ici, tout est simple. Du côté arrière, nous appliquons la feuille de contreplaqué appropriée, nous perçons des trous et y insérons des vis auto-taraudeuses. De toute façon, l'arrière sera caché. C'est pourquoi ce type de fixation est tout simplement idéal, rapide et fiable. Ensuite, on assemble colonne après colonne selon le même schéma. Comme vous vous en souvenez, l'objectif principal est de réaliser toute la structure en contreplaqué, mais de façon à ce qu'elle paraisse aussi luxueuse et élégante que possible, comme si elle était faite en bois massif. Nous avons résolu le problème des champs rayés du contreplaqué des étagères à l'aide de caches en arc. Il ne reste plus qu'à appliquer la même technique sur les champs de tous les montants. Pour cela, nous prenons une longue planche de frêne et commençons à la travailler méthodiquement. D'abord, nous coupons la longueur nécessaire, puis nous la débitons dans la longueur afin d'obtenir, à partir d'une large planche, plusieurs lattes étroites. En fait, chacune de ces petites lattes servira de cache décoratif qui dissimulera les champs inesthétiques du contreplaqué derrière sa belle texture naturelle, de frêne. Une fois que tous les caches ont été soigneusement poncés, fraisés et préparés, nous les recouvrons avec la même teinture et passons à l'installation. Nous les fixons avec des vis inclinées à l'aide de l'outil Craig. Ces vis sont vissées précisément du côté où les étagères seront accolées les unes aux autres. Ainsi, la fixation sera cachée et ne sera pas visible. Voilà, la structure principale est prête et maintenant nous passons à la partie la plus intéressante. Comme vous vous en souvenez, nous avons un couloir qui mène au bunker. Selon le concept, il s'agit d'une pièce qui doit être dissimulée. Et maintenant, nous allons nous occuper du mécanisme qui transformera une section de l'étagère en porte secrète. Pour cela, la première chose que nous avons décidé de faire est de construire un prototype simple. Nous avons découpé des pièces de la même taille que la section de l'étagère, simulé les dimensions de la pièce, inventé cette charnière astucieuse et compris qu'elle nous convenait, donc nous pouvons commencer le travail. Nous avons décidé de commencer par cette fameuse charnière, au prototype montré. C'est une construction relativement simple. L'essentiel ici est de ne pas se tromper dans les dimensions. En fait, ce n'est même pas une charnière, mais simplement un guide qui aidera à faire coulisser la section nécessaire de l'étagère. Kolia l'a soudé en une demi-heure, puis c'est au tour d'Andrei. D'abord, nous faisons une petite découpe pour l'installation. Un gabarit simple, une défonceuse et la niche est prête. Ensuite, nous reproduisons cette découpe en haut, ainsi que sur le montant opposé, afin que notre compartiment caché s'ajuste parfaitement à l'étagère, sans laisser d'espace.
reste plus qu'à visser la solution déjà testée et fabriquée. Ici aussi, nous ne nous sommes pas trop pris la tête, car il s'agit d'un mécanisme caché. Au final, c'est à peu près comme cela que cela fonctionnera, 2 charnières guides en haut et en bas. Et, il semblerait qu'une étagère monobloc se transforme en une porte dissimulée. Comme le poids de cette cellule est assez important, nous avons décidé d'installer des roulettes qui seront dissimulées. Grâce à elles, toute la structure pourra facilement être tirée et repoussée en place. À ce stade, nous comprenons que l'étagère est entièrement ajustée, prête, assemblée et collée. Cela signifie qu'on peut sans crainte l'enduire de la finition. Cette fois, nous avons décidé d'utiliser de l'huile. La structure est complexe et il serait très difficile de l'enduire de vernis avec un pistolet à peinture. En revanche, l'imbiber d'huile est bien plus simple. C'est ce que nous avons choisi. Regardez, les étagères sont couvertes de poussière. Nous réglons ce problème et commençons à appliquer généreusement l'huile. Et c'est précisément maintenant que l'étagère se transforme littéralement sous nos yeux. À vrai dire, la finition est mon étape préférée. Le bois révèle toute sa beauté, comme si une magie opérait. Je pense que ceux qui ont déjà réalisé ce genre d'opération seront d'accord avec moi. Mais en plus de la finition, il existe une autre astuce pour mettre en valeur la beauté du bois, l'éclairage. Pour cela, nous avons utilisé un ruban LED à lumière chaude, d'environ 2000 Kelvin. Nous avons d'abord découpé le nombre de bandes nécessaires, soudé des fils à chacune, puis commencé l'installation. Le ruban lui-même est fixé sur la face supérieure des étagères, où une avancée a été prévue à cet effet, et juste à côté, un canal a été fraisé dans le montant pour y faire passer proprement tous les fils. C'est vraiment important, car tous les montants sont placés très serrés les uns contre les autres, et si les fils dépassaient, il serait impossible d'obtenir un ajustement parfait. Et voilà justement ce dont je parlais. Voici l'image avant et après l'éclairage. Magnifique, non ? Maintenant, on peut dire que l'étagère est finie. Je propose de revenir à l'image sur laquelle nous nous sommes appuyés comme exemple. Comme vous voyez, en plus de l'étagère ronde, il y a aussi une trappe en verre, donc il nous en faut une similaire. Nous avons décidé de modéliser le projet, de réfléchir à toutes les fonctionnalités et fixations, etc. Ici, il est impossible de se tromper ou de chercher à économiser à tout prix. En fabriquant une étagère en bois, on pouvait se permettre quelques imprécisions, puis la recouper, la revisser et l'ajuster. Mais pour cette trappe, les erreurs sont inacceptables et impardonnables. C'est pourquoi nous avons tout revérifié plusieurs fois et, après avoir croisé les doigts, envoyé ce modèle à la découpe laser du métal. Étant donné que le fichier avait vraiment été préparé de manière irréprochable, les découpeurs de métal n'ont eu aucune question supplémentaire et dès le lendemain, nous avons reçu notre kit de montage. Pour économiser, toutes les pièces ont été divisées en segments afin de pouvoir les disposer de façon compacte sur la feuille de métal et les découper. Puis, dans notre atelier, nous avons ressoudé ce que nous venions tout juste de découper. Voilà le genre de travail que c'était. Heureusement, nous avons Kolia dans l'équipe qui a accepté de consacrer 2 jours pour assembler ce puzzle. Mais là encore, ce n'est pas si simple. En fait, toute cette structure doit être démontable.
En plus du fait que la porte doit être installée séparément, elle doit aussi être composée de 2 moitiés, entre lesquelles nous installerons une vitre à la fin. Et tout cela doit être fait avec des jeux minimaux et un montage invisible. Je pense que tout est clair visuellement ici, et observer ce processus est un vrai plaisir. C'est pourquoi je propose de faire ainsi. La prochaine... pièce qui demande de l'attention, c'est l'escalier. Nous avons montré en détail l'histoire de sa création dans l'épisode précédent consacré à la cave à vin. Plus d'1 an s'est écoulé depuis ce moment, et l'utilisation en mode chantier n'est pas restée sans conséquence. Il est donc nécessaire de la rénover. D'abord, nous avons soigneusement poncé la surface, puis nous avons commencé à la peindre. Là, nous n'avons pas cherché compliqué, et avons pris la peinture noire mat la plus simple et la plus neutre. Nous avons bien tout dégraissé et renouvelé le revêtement. Mais en plus de la structure métallique, l'escalier comporte également des marches en bois, qui ont elles aussi beaucoup souffert pendant les travaux. Mais dès le départ, nous les avons fabriquées à partir d'une épaisse pièce de frêne massif, après un séchage thermique. Ce matériau est pratiquement éternel, et on peut le rénover des dizaines de fois, ce à quoi nous nous sommes justement attelés. D'abord, nous avons raboté les extrémités en enlevant littéralement un demi-millimètre, puis une demi-journée de ponçage et 15 minutes pour l'application du vernis. Et enfin, la touche finale, l'installation de toute la structure à sa place légitime. Nous déchargeons d'abord les étagères et abaissons progressivement chaque section, une par une. Et d'ajustement, nous passons à la deuxième étape du montage. Après un premier essai à blanc, il devient évident qu'il faut prendre les outils à portée de main et éliminer les conséquences des travaux et des rénovations. En fait, cette niche en béton a une forme idéale, car nous avons vraiment pris le temps de bien faire le coffrage à l'époque. Mais après 2 ans de travaux, beaucoup de substances étrangères comme de la colle et de la résine se sont retrouvées sur cet anneau de béton parfait qu'il faut maintenant enlever par tous les moyens possibles. Une fois que la bague est enfin insérée dans la niche, nous passons à la deuxième étape de l'installation. Par conséquent, cet anneau métallique doit être au ras du sol, sans marche ni différence. Pour ce faire, nous installons un gabarit comme celui-ci, qui nous permettra de réaliser un échantillon dans le parquet. Nous l'avons essayé, installé et commencé à échantillonner. Ici, tout est simple. Une défonceuse, une petite fraise à copier, qui s'appuie avec son roulement sur le gabarit en contreplaqué et enlève la masse de bois à la profondeur nécessaire. Et voilà, après avoir attendu patiemment pendant 20 minutes, le moment tant attendu est enfin arrivé. C'est l'heure de l'essayage, celui que tout le monde espérait avec impatience. Et comme vous pouvez
pouvez le voir, tout s'ajuste parfaitement, ce qu'il fallait démontrer. L'étape suivante consiste à monter le mécanisme lui-même dans cet anneau. Ici, tout est simple, et nous avons montré le principe de son fonctionnement tout récemment, lors de la fabrication. La seule chose qui va s'ajouter maintenant, ce sont les actionneurs. C'est grâce à eux que la trappe pourra se lever et s'abaisser. Et voici l'élément final, le vitrage. Nous avons longtemps réfléchi à la façon de résoudre ce problème, et finalement, nous avons décidé de vitrer cette trappe avec du polycarbonate, un polycarbonate monolithique de 15 mm. Son seul inconvénient, c'est qu'il se raye facilement. Mais nous allons résoudre ce problème en le recouvrant d'un film de protection renforcé. Nous découpons préalablement la forme nécessaire à la CNC et l'installons dans la trappe déjà assemblée. À ce stade, il s'agit d'un assemblage préliminaire, après lequel certains défauts ont été révélés. Rien de vraiment critique, mais il y a des choses à corriger. Dans l'ensemble, tout fonctionne comme prévu. La trappe s'ouvre sur commande depuis la télécommande, l'éclairage fonctionne et la porte secrète est opérationnelle. C'est ce que vous allez voir maintenant. Merci à vous d'avoir regardé, et que la hache du bien soit avec vous.